Alors chez Marx et Engels, ça peut surprendre, mais ils avaient en quelque sorte, au départ au moins, une position assez accélérationniste sur le libre-échange. On peut voir ça dans des textes qu'ils ont écrits assez tôt, comme le Manifeste communiste écrit fin 1847, ou le discours sur le libre-échange que Marx a prononcé début 1848. On retrouve par exemple dans le Manifeste un passage qui dit par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. On voit que Marx et Engels à ce moment-là pensent que le capitalisme joue un rôle progressiste. Et là dans ce passage il se contente de le décrire, mais Marx a même soutenu activement la bourgeoisie, considérée comme progressiste, face aux anciennes classes aristocratiques. Par exemple, en Angleterre, il y avait une opposition entre les anciens propriétaires terriens qui défendaient des droits de douane pour protéger leurs rentes dans l'agriculture et la bourgeoisie industrielle. Et Marx a soutenu le libre-échange, c'est-à-dire ce que défendait la bourgeoisie industrielle. Et donc dans son discours sur le libre-échange, il explique ses raisons. Il dit en général de nos jours, le système protecteur est conservateur, tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C'est seulement dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote en faveur du libre-échange. Mais dans la suite du discours, Marx démonte les arguments des libre-échangistes. Il dit que les ouvriers ne sont pas dupes, qu'ils savent que l'intention des industriels c'est de faire baisser les prix des céréales importées pour faire baisser leur salaire et que du coup ça ne changera rien pour les ouvriers. Il s'oppose également aux arguments qui présentent le libre-échange comme un facteur de paix universelle et d'harmonie entre les peuples. Au contraire, il montre comment le libre-échange peut conduire par des mécanismes purement économiques à une oppression impérialiste, même si le mot impérialiste n'est pas utilisé à l'époque. Je cite, on nous dit par exemple que le libre-échange ferait naître une division du travail international qui assignerait à chaque pays une production en harmonie avec ses avantages naturels. Vous pensez peut-être, messieurs, que la production du café et du sucre, c'est la destinée naturelle des Indes occidentales. 2 siècles auparavant, la nature, qui ne se mêle guère du commerce, n'y avait mis ni café ni canne à sucre. De même que tout est devenu monopole, il y a aussi de nos jours quelques branches industrielles qui dominent toutes les autres et qui assurent aux peuples qui les exploitent le plus l'empire sur le marché de l'univers. Si les libre-échangistes ne peuvent pas comprendre comment un pays peut s'enrichir aux dépens de l'autre, nous ne devons pas en être étonnés, puisque ces mêmes messieurs ne veulent pas non plus comprendre comment, dans l'intérieur d'un pays, une classe peut s'enrichir aux dépens d'une autre classe. Ce qu'il faut en tête, c'est que pour Marx, la révolution socialiste va venir bientôt et remplacera cette interdépendance par le libre-échange, interdépendance subie, par une coopération entre les peuples. La bourgeoisie prépare le terrain et la classe ouvrière établira le communisme qui ne peut être que international. Alors ensuite, il faut dire une chose, c'est que ça, c'est la position du Marx des années 1848 et que c'est pas forcément celle des années suivantes. Une des raisons, c'est que les années passent, la révolution socialiste se fait attendre, de nouveaux problèmes apparaissent, notamment des problèmes d'oppression entre pays, et qu'on ne peut pas se contenter de dire que la révolution réglera ces problèmes bientôt. Alors on peut s'intéresser par exemple à ce qu'écrit Marx dans Le Capital, publié en 1867. Dans un des passages, il écrit que le protectionnisme, comme d'autres formes d'intervention de l'État, est un des outils des bourgeoisies pour favoriser le développement d'un capitalisme national au détriment du petit capital local ou colonisé. Il dit par exemple que c'est comme ça que l'Angleterre a tué la manufacture de laine en Irlande, pour éviter toute concurrence. Et on sait que l'Irlande, c'est un des cas d'impérialisme qui a fait réfléchir Marx. À la même époque, dans une lettre aussi de 1867, il écrit que dès que les Irlandais auront accédé à l'indépendance, le besoin les forcera à devenir protectionnistes, comme le Canada, l'Australie, etc. Et Marx dit clairement dans cette lettre qu'il faut que les Irlandais utilisent le protectionnisme pour se défendre. Donc on voit qu'il a déjà une position plus nuancée sur la question de libre-échange versus protectionnisme. Cela dit, il semble que globalement il restait sur une position de soutien au libre-échange, en tout cas pour les pays qui ne sont pas a priori dominés. Si on prend le cas de l'Allemagne, en 1879, le chancelier Bismarck fait passer au Parlement une mesure protectionniste et un des députés social-démocrates vote pour. Son argument c'était pour limiter le chômage. Quand ils apprennent ça, Marx et Engels écrivent aux leaders du Parti social-démocrate pour s'insurger. De leur côté, les leaders du parti considéraient que c'était une question qui ne concernait que la bourgeoisie et que chacun ne pouvait donc voter comme il voulait. Autre exemple, en 1891, Engels reproche à certains socialistes allemands de se contenter de reprendre les argumentaires des libre-échangistes face aux protectionnistes. Et en fait, plus généralement, la majorité des socialistes de la Deuxième Internationale penchait plutôt dans le sens du libre-échange, et notamment les plus réformistes. On a par exemple le célèbre Edward Bernstein qui écrivait que les socialistes sont le véritable parti du libre commerce des nations.
on avait toujours en arrière-fond cette idée que le libre-échange, c'est le vecteur de la paix et de l'internationalisme, et que les socialistes sont les internationalistes. On peut aussi s'intéresser à la même époque en France aux positions défendues par Jean Jaurès. Par exemple, en 1897, à l'Assemblée, Jean Jaurès déclare « Les socialistes ne sont pas protectionnistes, mais ils ne sont pas davantage libre-échangistes. Le socialisme, c'est-à-dire l'organisation sociale de la production et de l'échange, exclut à la fois et la protection qui ne peut guère profiter aujourd'hui qu'à la minorité des grands possédants, et le libre-échange qui est la forme internationale de l'anarchie économique. » Alors cet extrait il exprime bien la position de principe des socialistes sur le débat protectionnisme-libre-échange. Cela dit, ce que ça voulait dire pour Jaurès, c'est que ce n'est pas la question essentielle. Mais ça ne l'a pas conduit à adopter une position d'abstention, par exemple quand il y avait des débats à l'Assemblée sur le protectionnisme. Il y avait une question en particulier qui était un dilemme pour Jaurès, c'était l'agriculture. Certains voulaient mettre en place des tarifs protectionnistes pour protéger l'agriculture face à la concurrence internationale, et Jaurès pensait effectivement qu'il fallait protéger les paysans menacés de ruine. Mais l'inconvénient de cette mesure, c'est qu'elle augmente le prix du blé et donc le coût de la vie pour les ouvriers des villes. Jaurès estimait qu'il fallait accepter cet inconvénient et que les ouvriers acceptent de payer leur blé un peu plus cher. Mais pour lui, la condition, c'est que tout ça se fasse en même temps que la mise en place de mesures progressistes, en particulier un impôt sur le revenu progressif qui n'existait pas encore à l'époque. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait en même temps une redistribution des richesses pour compenser. En 1890, il le dit de façon synthétique, « La politique douanière unie à des réformes démocratiques d'impôts est bonne. Sans ces réformes, elle n'est qu'une exploitation scandaleuse des pauvres. » Et il accuse les bourgeois de se cantonner aux questions douanières pour éviter la question de la redistribution des richesses. Je cite, « On parle surtout de la concurrence étrangère et on néglige les autres causes du mal, même celles sur lesquelles on pourrait agir. C'est que la question la plus facile à résoudre semble la question douanière. Pour résoudre les autres problèmes, il faudrait demander des sacrifices à ceux qui possèdent. » Et par ailleurs, il était méfiant sur les possibilités de confusion interclassiste sur la question du protectionnisme. À un moment donné, il critique par exemple la fusion qui s'est faite dans un groupe incolore des éléments protectionnistes de gauche et des éléments protectionnistes de droite. Ensuite, je vais faire un gros saut dans le temps jusqu'aux années 1970-80. Au cours des années 70, on assiste vraiment à un ralentissement économique et des hésitations sur un retour ou pas au protectionnisme. Le Parti communiste français, qui est encore influent à l'époque dans la classe ouvrière, adopte clairement une position protectionniste et on peut dire qu'elle est pleine de relents nationalistes. C'était pas nouveau puisque le PCF, dès les années 30, avait adopté, en même temps qu'il devenait stalinien, toute la propagande nationaliste, la Marseillaise, le drapeau tricolore, etc. Donc, à la fin des années 70, le PCF produit plein d'affiches avec des slogans comme Fabriquons français, Produisons français, Made in France, beaucoup d'anti-américanisme primaire et la mise en avant d'un certain patriotisme économique. Or, c'est justement le moment où partout dans le monde on bascule dans le libre-échange. À mon avis, le PC avait raison de s'opposer à ce tournant vers plus de libre-échange. Le problème là-dedans, c'est de le présenter comme une opposition entre les intérêts français et les intérêts de l'étranger, au lieu de parler d'intérêts de classe et de dire que la mise en concurrence de tous contre tous, c'est contraire aux intérêts des travailleuses du monde entier. Maintenant, on peut faire un focus particulier sur la construction européenne, qui a été, derrière les grands mots, avant tout la mise en place d'un marché commun, donc d'une zone de libre-échange à l'échelle européenne, qu'on peut voir donc comme une déclinaison locale du phénomène mondial de l'époque. En 1992, on a une étape supplémentaire qui est franchie avec le traité de Maastricht. C'est le traité qui prévoit de mettre en place une future monnaie commune, donc ce qui allait donner plus tard l'euro. Et à ce moment-là, on a un référendum où le oui l'emporte à seulement 51%. Alors à ce moment-là, toute la bourgeoisie française est convaincue qu'elle va y gagner, que la construction d'un marché commun augmentera ses profits, etc. Et donc sans surprise, on a la droite, mais aussi le PS qui vote pour. En face de ça, on a le PCF qui fait campagne contre, toujours de façon un peu ambiguë entre opposition au libre-échange et chauvinisme français. Et du côté de l'extrême gauche, on a la Ligue communiste révolutionnaire qui appelle à voter contre, et Lutte ouvrière qui s'abstient. Donc on voit bien qu'on peut avoir autant de divisions dans le mouvement ouvrier que dans la bourgeoisie sur ces questions. De mon point de vue, c'est assez évident qu'il fallait appeler à voter non. Pas du tout au nom d'une opposition nationaliste entre la France et les autres pays européens, mais simplement parce qu'approfondir le libre-échange, c'est accentuer la mise en concurrence des salariés, et donc c'est accentuer la pression exercée par le marché. La mise en concurrence existe déjà au sein des salariés d'un pays, et le mouvement ouvrier, notamment syndical, essaie de la contrer, par exemple en fixant un salaire minimum, des conventions collectives, etc. Si soudainement on favorise la concurrence à plus large échelle, alors le mouvement ouvrier va forcément perdre en rapport de force. On a retrouvé à peu près le même clivage en 2005 lors du référendum sur un traité constitutionnel européen. Le problème, c'est que ce traité donnait une valeur constitutionnelle au libre-échange, faisant de cette politique économique la seule envisageable.
La droite et le PS ont voté oui, sauf Mélenchon qui était encore au PS mais qui a fait campagne pour le non. Le PCF et la LCR ont voté non et LO s'est encore abstenu. Maintenant, je voudrais aborder deux autres questions en lien avec le protectionnisme. La question des rapports impérialistes entre pays et la question de l'écologie. Sur la question de l'impérialisme, on a vu que dès le discours sur le libre-échange de 1848, Marx expliquait que le libre-échange pouvait engendrer des rapports de domination entre pays, même sans colonialisme direct. Alors, dans tous les pays qui ont été colonisés, en particulier en Afrique et en Asie à partir du 19e siècle, la question ne se posait pas trop, les métropoles décidaient directement de quand et comment elles se servaient dans les ressources de ces pays. Par contre, cette question commence à se poser au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a une vague de pays qui arrachent leur indépendance politique. Assez spontanément, ils vont se tourner vers le protectionnisme pour essayer de développer une industrie locale. La théorie abstraite du libre-échange, en particulier la théorie de Ricardo sur les avantages comparatifs, prévoit que chaque pays va se spécialiser dans ce dans quoi il est le meilleur et qu'on va avoir une complémentarité. Mais ça a une limite assez évidente dans le cas où il y a un gros déséquilibre entre un pays qui est industrialisé et un pays qui sort à peine de l'agriculture. Évidemment, si ce pays agricole ouvre grand ses frontières, il sera inondé de marchandises venant des puissances industrielles et n'aura aucune chance de développer progressivement un capital local face à un déséquilibre de productivité aussi énorme. Il sera obligé de se limiter à des productions agricoles ou autres matières premières comme les mines. Alors on se retrouve avec une pseudo-complémentarité qui en fait ne fait que perpétuer la spécialisation qui existait sous le colonialisme, dans des produits à faible valeur ajoutée. Alors peut-être que malgré ce phénomène d'oppression par le marché, l'effet global est plutôt d'augmenter la croissance. Après tout, il est possible d'imaginer que la croissance mondiale aurait augmenté encore plus vite avec moins de protectionnisme. Par exemple, c'est facile d'imaginer qu'avec des matières premières encore moins chères, les multinationales dégageraient encore plus de profits, investiraient encore plus, etc. Mais quand on parle de croissance mondiale, ça ne dit rien de la répartition géographique de cette croissance. Absolument rien ne pousse cette croissance à être harmonieuse à l'échelle du monde. Au contraire, plus le capital est libre de circuler, plus il produit sa propre dynamique d'accumulation autour de métropoles et abandonne des zones entières. C'est très clair pour le marché intérieur d'un pays. S'il n'y avait pas des États pour redistribuer un minimum des richesses entre territoires, il y aurait encore plus d'écarts entre régions dynamiques et les autres, entre villes et campagnes, etc. Pour ce qui est du marché mondial, il n'y a pas d'État supranational pour faire la moindre redistribution entre pays. Donc s'il y avait un libre-échange total au niveau mondial, on assisterait à une concentration encore plus forte du capital dans une minorité de pays et à l'abandon complet de certains autres pays. Face à cette réalité, il y a plutôt un consensus autour du fait que les pays pauvres sont légitimes à avoir un niveau de protectionnisme plus élevé. C'est quelque chose qui est reconnu même dans les négociations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est pourtant l'organe du libre-échange. Cela dit, dans le cadre du capitalisme, le protectionnisme ne fait pas non plus de miracle, parce que le développement d'une industrie nationale nécessite du capital. Et pour cette raison, ces pays sont obligés de compter sur des investisseurs étrangers. Donc, dans le cadre du capitalisme, les pays qui essaient de s'industrialiser sont condamnés à naviguer entre protectionnisme et libre-échange. Une minorité de pays qui possédaient certains atouts a pu réussir à trouver des marges de manœuvre et à s'industrialiser. Mais pour la plupart, ça a été une stagnation, voire un appauvrissement. En particulier suite au tournant néolibéral des années 80, où les pays les plus pauvres et les plus endettés ont subi un véritable chantage pour libéraliser leurs économies, et ont connu de vrais cercles vicieux d'appauvrissement. Et par ailleurs, le résultat très cynique du capitalisme, c'est que les quelques pays qui se sont enrichis depuis la fin du XXe siècle sont eux-mêmes devenus des puissances impérialistes. Il n'y a que par un renversement des bourgeoisies dans les pays impérialistes que l'on pourrait mettre en place une coopération internationale pour assurer un développement harmonieux. Et un développement qui par ailleurs ne passerait pas par ce moteur absurde de la croissance capitaliste qui engendre une catastrophe du point de vue écologique. Alors sur ces questions de l'écologie, je voudrais développer deux critiques au libre-échange, une du point de vue de la pollution des transports, l'autre du point de vue de la pollution dans la production. C'est bien connu, la mondialisation a engendré une explosion des transports dans le monde. Si on regarde la courbe des échanges de marchandises, ça augmente beaucoup plus vite que la courbe de la croissance. C'est-à-dire qu'un point de croissance aujourd'hui coûte beaucoup plus en déplacement qu'avant. La première raison évidente, c'est que quand on délocalise, le produit vient de plus loin. Mais c'est un problème beaucoup plus vaste que ça. Ce n'est pas simplement la délocalisation d'une usine vers un autre endroit, mais un éclatement complet de la chaîne de production sur plusieurs pays qui s'est produit. Nos marchandises font souvent plusieurs fois le tour de la Terre. Clairement, le capital voyage bien plus que nous. Tout ça est rentable parce que le coût de transport a drastiquement diminué et il est maintenant souvent négligeable par rapport aux autres coûts, dont le coût du travail. Par contre, le coût écologique de ces transports, lui, n'est pas négligeable. Cela dit, du point de vue écologique, le principal problème est sans doute plutôt dans la production. Pour essayer d'expliquer pourquoi, je vais parler d'un truc qui s'appelle la courbe environnementale de Kuznets. Cette courbe à la base, c'est un argument utilisé par les libéraux pour défendre le capitalisme. Elle est censée montrer l'évolution de l'impact sur l'environnement de la production en fonction du revenu par habitant, et donc en fonction du développement.
Ce qu'est censé montrer cette courbe, c'est qu'on a bien une augmentation de la pollution au fur et à mesure de l'industrialisation, mais qu'ensuite on atteint un pic puis une réduction de la pollution grâce à l'amélioration des procédés, par exemple par l'efficacité énergétique. La première chose qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que oui, théoriquement c'est juste. C'est un fait que l'amélioration technologique permet de produire une même quantité avec moins de matière ou d'énergie, et donc moins d'émissions de CO2. Mais comme par ailleurs la production continue de croître de façon exponentielle, la courbe des émissions totales de CO2, elle, continue d'augmenter. Mais le double effet qui se coule avec cette courbe, c'est quand on prend en compte le libre-échange. Parce que cette courbe, elle fait comme si chaque pays avait un processus de développement indépendant, alors que le capital est extrêmement mobile. Oui, la production a tendance à devenir plus propre dans les vieux pays industrialisés, mais en même temps la production est délocalisée, car le capital a tendance à fuir ces pays où les salaires sont plus élevés et les normes écologiques baissent la rentabilité. Et plus particulièrement, il ne fuit pas vers les pays les plus pauvres, à gauche de la courbe, car ils ont peu d'infrastructures et une main-d'œuvre pas assez qualifiée. Il est plutôt attiré vers les pays émergents comme la Chine, là où les impacts sont les plus élevés. En caricaturant, on pourrait dire que le libre-échange optimise la pollution. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'on voit clairement que le libre-échange est loin d'être l'espèce d'optimum décrit par les libéraux. Même en admettant qu'il soit l'optimum théorique pour la croissance mondiale, dans le capitalisme, si cette croissance amène l'humanité dans le mur, il est temps qu'on se base sur d'autres critères. Il est certain qu'il faut relocaliser partiellement la production. À quel niveau exactement, ça doit être discuté avec des considérations techniques et politiques. Ce n'est pas forcément un objectif en soi que chaque pays produise de tout, et ce serait même contre-productif. Pour prendre un exemple, on peut considérer que ce n'est pas une bonne chose que la plupart des ordinateurs soient fabriqués en Chine et exportés dans le monde, et qu'il serait bien d'avoir un centre de production en Europe par exemple. Mais si on visait à ce que chaque pays d'Europe ait ses propres usines, ce serait sans doute impossible et certainement pas souhaitable du point de vue écologique. Et pour rationaliser les chaînes de production, il faudrait faire en sorte que les usines qui dépendent les unes des autres ne soient pas placées au hasard, mais par exemple à proximité de voies ferrées, ce qui n'est pas forcément l'emplacement que choisirait spontanément le marché. Bref, ce qu'on voit, c'est que pour prendre les meilleures décisions du point de vue technique et écologique, il faut des décisions politiques au lieu du marché aveugle. Ce qui signifie qu'il faut exproprier les moyens de production pour pouvoir planifier en fonction des besoins. Des taxes protectionnistes pour inciter à des relocalisations, ça peut avoir un effet, mais beaucoup plus hasardeux et limité. Parce que rien n'oblige les capitalistes à relocaliser de la meilleure façon et aux meilleurs endroits. Et en fait, rien ne les oblige à relocaliser tout court. Si les taxes sont insuffisantes, elles n'auront pas d'effet, et si elles sont élevées, l'inflation sera plus douloureuse pour les classes populaires. Dans tous les cas, ce type de relocalisation ferait forcément augmenter les prix. On se retrouve dans un dilemme qui ressemble à celui dont j'ai parlé avec Jaurès. À mon avis, il peut y avoir des cas dans lesquels on pourrait soutenir une mesure protectionniste pour des raisons écologiques ou pour des raisons de sécurité d'approvisionnement de type production pharmaceutique. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait des communistes révolutionnaires pour porter le débat sur l'expropriation des capitalistes et pour combattre les glissements nationalistes qu'il peut y avoir sur la question protectionniste. Car on ne se contentera certainement pas d'avoir une industrie gérée par un patron, donc pour le profit, quelle que soit sa nationalité. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est celui qu'on pourrait appeler le protectionnisme socialiste. C'est-à-dire un protectionnisme qui s'intéresse non pas à protéger des patrons face à la concurrence étrangère, mais à protéger une économie socialiste face à la concurrence capitaliste. Alors ça peut paraître bizarre d'utiliser le même terme pour deux choses qui sont assez différentes, mais c'est pas mon idée à moi, c'est le terme qui a été utilisé par les bolcheviks au lendemain de la révolution russe. Il faut rappeler une chose, c'est que les révolutionnaires russes étaient convaincus que la révolution ne pourrait pas se limiter à la Russie. Pour eux, la révolution dans un seul pays n'était pas possible, et encore moins dans un pays aussi peu industrialisé. Leur espoir au lendemain de la révolution, c'était avant tout que le mouvement révolutionnaire s'étende à l'international. Cela dit, dans l'immédiat, il leur fallait résister aux agressions militaires des impérialistes, mais aussi sur le plan économique, à l'influence du marché capitaliste mondial. Une des mesures qu'ils ont immédiatement prises, c'est le monopole du commerce extérieur. C'est-à-dire qu'aucun entrepreneur ne peut décider de sa propre initiative qu'il va importer des patates ou exporter des carottes. C'était nécessaire parce que par exemple, si on veut décider d'améliorer les conditions de travail de ceux qui font pousser des patates, on ne peut pas dans le même temps laisser circuler des patates venues d'un pays capitaliste voisin qui serait moins cher à cause de la surexploitation. En même temps, on ne peut pas couper tous les échanges avec les pays capitalistes, d'abord parce qu'on ne produit pas tout localement, et également parce que si on veut pouvoir leur exporter du surplus, il faut accepter aussi de leur acheter des choses. Mais tout ça doit être régulé, d'où le fait qu'on aboutisse à une forme de protectionnisme. Par exemple, dans un congrès en Ukraine en 1923, Trotsky déclarait « Le monopole du commerce extérieur, condition vitale de la dictature du prolétariat, nous impose ici la nationalisation, le plan unique. On ne peut vendre et acheter au hasard. Notre commerce extérieur doit s'accorder avec le développement de notre économie rurale et tenir compte des possibilités croissantes d'exportation du blé, comme de la nécessité de défendre notre industrie. Car nous sommes résolument partisans du protectionnisme socialiste, sans lequel le capital étranger pillerait notre industrie. »
Évidemment, le sens de ce protectionnisme n'est pas le même que celui du protectionnisme capitaliste, qui sert à défendre les profits des patrons nationaux. Mais sur le plan économique, c'est un fait qu'il y a des similitudes. Dans tous les cas, ce type de mesures protectionnistes, même socialistes, doivent être vues comme des mesures transitoires, le temps que le lien marchand avec l'international soit remplacé par un lien coopératif avec des alliés socialistes. Un lien coopératif, ce serait par exemple tourner le dos à la lutte permanente pour produire plus et exporter chez les autres, mais se mettre d'accord ensemble sur ce qu'il est le plus avantageux de produire dans chaque pays ou d'échanger. Pour en revenir à la situation présente et conclure, la guerre de tarifs douaniers lancée par Trump est fondée sur une vision nationaliste et même une volonté de défendre la suprématie de l'impérialisme états-unien. Il menace de plonger le monde dans une spirale de représailles et nous n'avons aucun intérêt à ça, ni du point de vue économique, vu l'énorme inflation que ça va engendrer, ni du point de vue militaire, vu que la guerre économique peut facilement dégénérer en guerre tout court. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire les défenseurs du statu quo et du libre-échange de type OMC. Les salariés exposés à la mondialisation, notamment dans l'automobile, sont sensibles au discours protectionniste de Trump. Les socialistes aux États-Unis doivent avoir des réponses, en recherchant des mesures transitoires qui peuvent aider à la fois les luttes immédiates et l'augmentation de la conscience de classe. Il faudra expliquer qu'au lieu d'avoir à se protéger des importations de voitures étrangères, il faut plutôt sortir de la logique de la guerre commerciale. Décider simplement d'arrêter d'en importer, mais aussi d'arrêter d'en exporter. Et au lieu de cette concurrence stérile, mettre en place des échanges internationaux entre constructeurs avec des représentants des syndicats pour partager les meilleures pratiques. Évidemment, une telle politique ne peut pas se décider dans un seul pays, dans un monde capitaliste. Mais un mouvement qui serait capable de projeter ce message à l'international serait entendu parmi les salariés du monde entier, passant par-dessus la tête de leurs patrons et politiciens. Un message qui planterait dans le décor un autre horizon que celui d'une spirale d'affrontements commerciaux jusqu'à une nouvelle guerre mondiale.